Mais d'abord, un point météo avec vous, Antoine Binamé. Alors la matinée sera agréable. Avant, il faut le dire, malheureusement, une dégradation cet après-midi. C'est bien cela, du soleil pour quasi tout le monde ce matin, même si on aura un ciel un peu plus nuageux sur l'ouest du pays. Cet après-midi, les nuages vont se faire plus présents le long de la frontière française avec des averses localisées dès 15 ou 16 heures. Ces averses vont prendre un caractère orageux en fin de journée, puis balayer tout le pays dans le courant de la soirée. Le vent va se renforcer nettement, 50 à 60 km par heure en rafale dans les terres, localement 70 ou 80 km par heure. Et au niveau des maxima, on attend 19 degrés à Saint-Hubert et Ostende, 20 ou 22 degrés pour la Gaume, le Hainaut et Bruxelles, et jusqu'à 25 degrés en région liégeoise. Il est 9h31, le rappel des titres avec Sophie Léonard. 6 000 tonnes de déchets plastiques sont déversées chaque année en Méditerranée. Cela représente plus de 30 000 bouteilles en plastique par minute. C'est un rapport du WWF qui paraît aujourd'hui. Parmi les principaux responsables au sein des 22 pays bordant la Méditerranée se trouve l'Égypte, énorme pollueur avec 250 000 tonnes de plastique. Puis la Turquie avec 110 000 tonnes déversées. Theresa May s'en va. C'est aujourd'hui qu'elle démissionne officiellement de la tête du Parti conservateur. Elle restera néanmoins première ministre jusqu'à l'élection du nouveau chef des Tories d'ici fin juillet. Elle laissera donc l'épineux dossier du Brexit pour le ou la suivante. C'est Boris Johnson qui est actuellement le favori pour lui succéder. Chez nous, un week-end sans alcool au volant se prépare. À partir de ce soir jusqu'à lundi matin, la police fédérale et les polices locales mettront en place des contrôles supplémentaires un peu partout dans le pays. La police rappelle l'existence d'alternatives comme la désignation d'un bob ou encore l'usage du taxi ou des transports en commun. Enfin, jour J pour la Coupe du Monde féminine de football. Ce vendredi soir à Paris, le match d'ouverture, c'est à 21h. La France joue contre la Corée du Sud. Un match à suivre sur la 2 en télé. Jour première, Sophie Brems. Il est 9h32, Solange est une petite fille, fin des années 50. Elle se retrouve sur les carrelages bleus d'un pensionnat avec d'autres enfants. Elle se retrouve à devoir obéir à une cheftaine, une petite fille qui va alors grandir, quitter l'Algérie, son pays, et arriver en Belgique pour devenir mère et femme. Bonjour Jacques Richard. Bonjour Sophie. La femme qui chante, c'est le titre de votre dernier roman. La femme qui chante, c'est donc une histoire de femme. Cette femme, c'est Solange, que vous dédiez directement d'emblée à des femmes, vos filles, vos sœurs. Alors on le décrit, et c'est noté que c'est un roman féministe. Est-ce que c'est plutôt pas un roman féminin ? Alors, je suis un garçon. Donc ça c'est déjà quelque Jusque-là, je vous comprends. C'est quelque chose qui met déjà en porte-à-faux. D'être un garçon, de revendiquer quelque chose de féministe d'abord, de parler de femmes en essayant de le faire, si je peux me permettre l'expression, de l'intérieur. Tout autant que je parle d'ailleurs d'une petite fille, comme si j'avais vécu ce que je décris de sa vie, oui, ce qu'elle peut ressentir. Donc je la fais vivre, les personnages de ce livre, j'ai tenté de les faire vivre de l'intérieur. Tandis que j'écrivais, j'essayais réellement de me dire, mais en fait, qu'est-ce que c'est qu'une femme ? Je ne saurais jamais ce que c'est qu'une femme, parce que moi, mon affaire dans la vie, c'est d'être un garçon, d'être un homme, s'il se peut. Et ça ne peut pas se rejoindre ? Mais c'est toute la tentative. Je ne suis pas du tout certain que je sois arrivé à quoi que ce soit qui mette une jonction, mais dans ma tentative, précisément, c'était à partir du constat que, quoi qu'on fasse, l'autre moitié de l'humanité nous est à jamais inconnaissable sur le fond, et c'est peut-être même ça qui est l'élément initial du désir, entre autres de l'amour, que le fait que nous soyons inconnus l'un à l'autre. Mais dans le livre, j'ai essayé de faire que un homme, le narrateur, qui n'est pas moi nécessairement, ou pas systématiquement, disons. On a difficile au début justement de cerner, de savoir qui est ce narrateur, et puis on comprend que finalement c'est son frère.
On comprend petit à petit que c'est son frère. Et non seulement son frère, mais comme le dit une petite exergue au détour d'un chapitre, son double en quelque sorte, son jumeau, son... C'est peut-être là alors la connexion que vous avez fait entre... C'en est une, voilà. Là où la connexion ordinaire ne se fait pas, je suis pas une femme, tu n'es pas un garçon. S'il y a peut-être, me suis-je dit, des similitudes suffisantes entre deux êtres, peut-être se peut-il que l'on puisse un peu se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, et en plus de la peau de quelqu'un d'autre de sexe différent. Oui, mais se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, et donc ce rapprochement entre hommes et femmes, vous le poussez assez loin, parce que finalement on apprend aussi au travers de l'ouvrage que Solange, elle veut ressembler à son frère, porter des pantalons, un blouson. Son frère aime sa sœur tellement fort qu'il ne lui arrivera rien de mauvais. Une relation un peu douteuse, incestueuse. Ah non, elle n'est pas du tout douteuse. Ça, je vous dis tout de suite, c'est pas du tout douteux. J'ai déjà eu l'occasion de le dire ailleurs. Il se passe quelque chose qui s'appelle un inceste entre frères et sœurs. Un inceste consenti, donc il n'y a pas cette connotation qu'on y met actuellement d'abus profond et tout à fait désastreux, tout à fait monstrueux. Ah non, parce qu'elle n'en a pas du tout, elle n'en a pas honte. Non. Il n'y a pas d'abus, il n'y a pas d'ascendant. Je veux dire, de l'un par rapport. Oui, c'est ça. Ou bien s'il y en a un, c'est pas plus que celui qui se révélera ultérieurement dans le roman, et qui est que les garçons font le chef et que les filles se taisent. C'est tout à fait idiot, évidemment, mais c'était un peu la manière de se comporter les uns avec les autres à l'époque. Donc là. C'est pas du tout ce dont il est question. À ce moment-là, il est question de l'un qui fait totalement confiance à l'autre et réciproquement. Oui, mais Solange, je le disais, elle n'a pas honte de cette relation. C'est pas un cauchemar. Elle en rêve, d'ailleurs. Le lecteur non plus, en vous lisant. On n'a pas honte de cette relation en vous lisant. Mais pas plus qu'on peut avoir honte de n'importe quelle relation d'amour à partir du moment où elle est consentie, où elle vient dans l'ordre des choses, je dirais. Or, il se trouve que le personnage que j'ai essayé de construire, c'est évidemment basé sur des observations personnelles, on n'invente rien comme ça ex nihilo, mais c'est c'est quelqu'un qui vit depuis le début un peu hors le monde, qu'il s'agisse de sa vie dans le pensionnat et puis de sa vie dans un pays que j'ai nommé la Belgique, que je nomme dans mon bouquin le pays gras. Qu'il s'agisse de ce pays où elle se sent étrangère, parce que, par exemple, le pain, pour elle, c'est devenu le pain français. Tous les pains ici sont des pains belges. Genre la tartine. Oui, voilà, la tartine et autres. Donc, il y a tout un tas de petites anecdotes qui servent, entre autres, d'abord à détendre un petit peu, et puis surtout à, à montrer que cette femme, cette petite fille, puis cette femme, puis autre, puis mère, reste étrangère au monde dans lequel elle est, et étrangère à elle-même, quelque part, étrangère à autrui, par voie de conséquence. Grâce à votre écriture et à votre poésie d'ailleurs, au travers de votre roman, ce n'est pas un jugement de valeur que vous donnez sur les différentes relations de Solange. On parle de la relation qu'elle a avec son frère ici, elle va en avoir d'autres avec d'autres hommes, mais il y a aussi la relation avec sa mère, et là, vous ne portez aucun jugement de valeur grâce à votre écriture. Ah, ça, c'est hors de question. Voilà. Non, porter un jugement. Il y a des tas de livres, des tas de gens, des tas de manuels qui nous expliquent comment penser, qui nous expliquent quelle morale avoir, comment se repérer dans la morale pour dégager la sienne. Entre autres par rapport à la vertu, puisque j'utilise ce mot de façon tout à fait explicite. Mais non, je ne mets aucun jugement. Qui suis-je pour juger quelqu'un qui m'est inconnaissable définitivement? Personne. Pourtant, en étant auteur, vous connaissez votre héroïne? Il y a une différence entre être auteur qui dirige son personnage ou être, comme dans toutes les œuvres que je défends personnellement, celui qui est dirigé par son œuvre. Je dis parfois à mes élèves, je crois qu'on aurait l'occasion d'en parler, puisque je donne des cours de peinture, que c'est plutôt la peinture qui fait le peintre que le peintre qui fait la peinture. C'est-à-dire que si on se laisse porter par son œuvre, c'est progressivement elle qui nous dit où aller et comment le faire.
petit à petit, si on suit une logique qui petit à petit se détache de celle qu'on a prévue. Et il n'y a pas moyen, je crois qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. N'importe quel artiste, n'importe quel créateur, je crois, vous dira à quel point l'œuvre l'embarque, quel que soit le programme qu'il s'est mis. Oui, le dépasse, et quel que soit le schéma qu'il s'est fixé au départ, il se retrouve dans autre chose, disons. Un petit mot sur le titre, La femme qui chante. Cette femme qui chante, c'est Solange. C'est une petite musique intérieure. C'est sa façon de trouver un petit peu de bonheur dans ce chaos ? C'est plus général que ça. Nous avons tous cette musique-là à l'intérieur de nous, cette façon de muser, de chantonner, de chanter sous la douche, par exemple. C'est quelque chose qui vient spontanément, qui n'est pas délibéré, pas toujours en tout cas. On ne chante pas nécessairement la Traviata sous la douche, ou alors faux. Parfois on ne sait pas le chanter tout simplement. Ça fait partie des poncifs sur la question. Mais nous avons une petite musique intérieure. Et il se trouve que dans ce que je dis de mon personnage, je me suis inspiré d'une anecdote familiale d'ailleurs. La petite fille a su chanter comme on chante, justement, une chanson, une vraie chanson, avant que de savoir parler. Alors, c'était le cas de la mienne, de ma fille qui s'appelle Apolline. Elle a su chanter avant de savoir parler, on était tous bien stupéfaits de ça. Et je me suis servi de cette anecdote pour la prêter à mon personnage et marquer par là qu'il s'agit de quelque chose où le chant est pour elle une façon d'être au monde. Donc de se marier en quelque sorte à la nature, aux oiseaux, aux arbres, à ce qui fait un bruit qui nous apparaît être la vie même. Elle ne vit que quand elle chante. Elle ne vit pas que quand elle chante, mais quand elle chante, elle est vivante. Voilà. Donc le reste du temps, vous savez, il y a vivre et subir la vie. Et alors il y a un moment où elle subit les choses, quand elle est dans le pensionnat par exemple, ou quand sa mère lui donne des ordres, ou quand son mari ultérieurement lui donne des ordres, et puis ou lui dit comment il faut faire, comment être vertueux, comment être moral, etc. Et puis il y a cette musique qui la ramène à son état primitif, que je ne peux pas définir autrement que comme sauvagerie, mais là elle n'est pas sauvage du tout. Je crois qu'au contraire, qu'elle est même plus civilisée que la civilisation à sa façon. Oui, ou une certaine liberté peut-être aussi. C'est ça, voilà. Vous restez avec nous, Jacques Richard, on vous retrouve juste après ceci. Demain à 10h, dans quel monde on vit ? avec Pascal Claude. Il s'appelle Hakim, il est syrien, il fait partie de celles et ceux qui ont été contraints de fuir leur pays pour tenter de rester en vie. L'auteur de BD Fabien Toulmé nous raconte l'histoire vraie de ce jeune homme devenu réfugié. Dans quel monde on vit ? Un vent de liberté soufflera aussi sur votre magazine. La grande écrivaine Chantal Thomas nous emmène dans l'East Village, un quartier de New York QG jadis des poètes de la Beat Generation.